Bonsoir à tous. Je vous remercie de cette invitation que m'a faite mon ami François, qui nous a accompagnés pendant un moment dans notre traversée du désert à Maghreb Steel. Si on rentre dans le vif du sujet, je vais rapidement présenter un peu le contexte de Maghreb Steel. Quelle est la situation vraiment de cette entreprise qui est en pleine transformation. Aujourd'hui, on est encore en pleine transformation. Et l'idée, c'est d'en faire un modèle d'industrialisation du Maroc. Quelques éléments de contexte. C'est le seul producteur d'acier plat au Maroc, avec une capacité d'1 million de tonnes. C'est à peu près, il y a 2 sites de production, à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 employés et 40 ans d'histoire. C'est l'histoire de Maghreb Steel. Elle a commencé dans les années 70. C'était une entreprise, c'était un atelier qui faisait des tubes, ça s'appelait Maghreb Tube à l'époque. Donc ils recevaient de la tôle, ils le soudaient et ils en faisaient des tubes. Le développement de l'entreprise s'est fait en remontant la chaîne de valeur. On commençait à laminer l'acier pour en faire de l'acier plus fin, le galvaniser, le prélaquer pour en faire même des panneaux sandwich. Donc c'était une entreprise qui était très prospère, qui est une boîte familiale, qui appartient à la famille Sprat, et qui, en 2010, a fait l'investissement quelque part de trop. Donc, c'était une boîte qui dégageait un cash flow assez confortable. Et en 2010, ils ont investi à peu près 600 millions d'euros dans un complexe de chaux, donc une aciérie et 2 laminoirs. Et ça s'est fait vraiment à contre-cycle. La décision d'investissement, elle s'est faite dans les années folles de l'acier. C'était en 2006-2007 où le moindre kilo d'acier qui était produit était consommé avant même d'être produit. Et c'est arrivé, les installations ont démarré en 2010, 1 ou 2 ans après la crise de 2008. Et donc là, le secteur de l'acier était complètement down. Donc la situation financière s'est vite dégradée. Le démarrage de l'unité est très complexe, une compétitivité qui est très faible. Le Maroc, malgré sa position géographique, n'a malheureusement ni gaz ni pétrole. Donc en termes d'énergie, c'est pas la panacée. Et pour ce qui est de la matière première, comme c'est une aciérie qui fonctionne sur base de ferraille, le pays n'étant pas un pays industriel ou industrialisé, donc du coup la ferraille se fait rare. Donc on va dire le facteur naturel de compétitivité ne s'y retrouvait pas. Depuis 2010, c'est un peu la descente aux enfers jusqu'en 2014. Un point qui est très important, c'est l'investissement a été financé par de la dette. Donc quasiment les 600 millions d'euros ont été contractés auprès des banques locales qui avaient un appétit monstre à l'époque et qui n'ont respecté aucun ratio. Et qui, quand ça a commencé à mal se passer, ils ont fermé le robinet et la boîte était au bord de la faillite. On pouvait avoir entre 4 et 5 articles dans des journaux nationaux par mois sur la situation de Maghreb Steel, sur investissement stupide, sur vraiment on ne devait pas faire cet investissement et qu'il faut laisser couler la boîte et qu'il faut la laisser fermer et que les 2000 personnes qu'il y avait à l'époque, il fallait qu'ils trouvent autre chose. Alors bon, vous imaginez quand vous travaillez dans une boîte comme ça, et que tous les jours vous ouvrez le journal et vous trouvez un article comme ça, bon, disons que ceux qui peuvent sont déjà partis et ceux qui restent ont un niveau de moral qui n'est pas vraiment au top. Donc voilà, ça c'était un peu la situation quand on est arrivé. Donc c'était une entreprise qui était à l'arrêt, il y avait 0 trésorerie, pas de quoi acheter la matière, toutes les unités qui étaient à l'arrêt. Blacklisté des fournisseurs, opinion publique très défavorable. On avait une situation, un héritage du passé et de cette période-là qui était catastrophique. Il y a eu un accord entre l'État, les banques et les actionnaires pour essayer de sauver le soldat Ryan. Donc l'État a mis en place des mesures de protection. Le secteur de l'acier mondial a perdu 150 milliards de dollars. Il y a plus de 500 milliards de dollars de dettes cumulées. Dans ce contexte-là, il y a eu du dumping de la part de gros acteurs comme ArcelorMittal, comme des Turcs, qui ont mis à mal le secteur de l'acier au Maroc. Donc l'État a pris des mesures de protection pour limiter un peu ces impacts-là. Il y a eu une acceptation du rééchelonnement de la dette de la part des banques.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le poids de la dette, les 600 millions d'euros, en fait, on parle de 6 milliards de dirhams, est vraiment critique au niveau en fait, du Maroc. C'est-à-dire que si Maghreb Steel était défaillante, en fait, ça allait entraîner c'était une crise financière majeure en fait, pour le pays. Les actionnaires ont accepté en fait, un changement de management et donc l'arrivée d'une nouvelle équipe donc, en fait, qui a démarré avec Monsieur Drissi, en fait, qui malheureusement n'a pas pu venir ce soir. Pour vous remettre un peu encore dans le bain, en fait, c'est vraiment une restructuration totale. C'était une boîte familiale où il y avait très peu de processus, ou quasiment pas de processus, où il y avait le soleil fait, qui décidait de tout et il y avait les planètes qui gravitaient autour avant qu'on arrive. L'achat de la matière première en fait, se faisait par coup de téléphone suite à un gars en fait, qui se réveille et qui dit bah, tiens, en fait, il y a une opportunité où il y a un bateau en fait, qui est en cours de route. Il ne savait pas quelle marge il allait dégager, il ne savait pas en fait, à quel client il allait vendre. Donc, bon, parfois ça marchait et souvent ça ne marchait pas. Mais ça n'est qu'une caricature en fait, de ce qui se passait en fait, sur tous les processus de la boîte. En fait, on avait les achats de matières qui sont importants. En fait, on avait aussi la planification en fait, qui ne se faisait pas. On était vraiment dans une situation où en fait, on ne savait pas ce qu'on allait produire la semaine prochaine. On ne savait pas, en fait, quand on disait aux clients en fait, on va vous livrer, bon, c'est caricatural, mais c'était Inch'Allah. Donc on était vraiment dans ces situations, en fait, situation de trésorerie très très tendue. Il n'y avait aucun tableau de bord en fait, de la trésorerie, aucune trésorerie prévisionnelle. On ne faisait pas de maintenance, on faisait de la réparation. Personne qui s'occupait des relations publiques, donc c'est ce qui expliquait que sur la partie com et tout, en fait, c'était catastrophique. Donc j'ai mis en fait, quand même quelques leviers en fait, et des aspects techniques de la transformation en fait, pour dire un peu ce qu'on a fait. Et après, en fait, on va passer sur des aspects un peu plus managériaux. Mais il y a eu une première phase de nettoyage des éléments nuisibles en fait, qui étaient dans l'équipe et recrutement en fait, d'une nouvelle équipe. On a vraiment repris tous les processus de la boîte et on a commencé à les structurer, à mettre au moins les bases de fonctionnement. On a lancé ce qu'on appelle la lame de fond, c'est-à-dire quand vous arrivez dans une boîte où tout est à l'arrêt, il faut parer au plus urgent, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent pour acheter de la matière, pour faire tourner les unités, pour vendre, collecter cet argent pour le réinjecter dans le système. Donc ça, c'est, on va dire, le mode de survie. Mais tout en sachant en fait, que dans 6 mois, en fait, ce mode survie en fait, il ne sera pas suffisant. Donc du coup, en fait, il faut lancer dès le départ ce que j'appelle semer les graines, en fait, qui permettent par la suite en fait, de consolider et de monter en puissance. Et donc notamment, en fait, c'est le renforcement des compétences. Vraiment, la première chose qu'on a faite, c'est commencer à former les gens sur la maintenance, sur la résolution de problèmes, sur redéfinir les rôles et responsabilités de chacun. En fait, c'est des choses faites qui prennent du temps et vous n'en collectez en fait, les résultats en fait, qu'au bout de 6 mois, qu'au bout d'1 an. Aujourd'hui, on commence à récolter en fait, par exemple les résultats des bureaux de méthode, les résultats du préventif. On a fait des choses sur la sécurité, sur la mise en place faite de ce qu'on appelle des directions de performance, c'est-à-dire dans une logique de percée. On prenait un atelier en fait, et on le poussait jusqu'au bout en fait, pour montrer un peu le potentiel. La mise en place du pilotage on-off. Et un autre élément, en fait, c'est la refonte du système RH. On avait un système familial où il y avait beaucoup de gens qui étaient recrutés parce que en fait, c'était le copain d'un copain, parce que en fait, c'était l'ami d'un ami d'un ami. En fait, et donc, du coup, on avait des aberrations en fait, folles au niveau grille salariale, au niveau responsabilité, au niveau... Enfin, vraiment, c'était chaotique. Donc, ce qu'on a mis, en fait, c'est qu'on a déployé... En fait, vraiment en fait, tous les processus RH avec une pesée des postes, avec un système de méritocratie, avec des revues de performance, des primes de performance en fait, et qui pour le coup en fait, adressent tout le personnel. Sur les aspects managériaux, la sécurité en fait, c'est un super levier. Vraiment, enfin, bon, je pense qu'il y a beaucoup de convaincus autour de la salle, mais je préfère enfoncer des portes qui sont peut-être déjà ouvertes. La sécurité est un levier extraordinaire parce qu'en fait, il y a tous les aspects managériaux et personne ne peut s'opposer. Personne ne peut dire non, ben moi la sécurité ça m'intéresse pas ou ça m'intéresse pas d'être en sécurité. On a commencé en fait, par définir vraiment les valeurs de l'entreprise, les valeurs nouvelles, celles qu'on voulait promouvoir. Et ça ne s'est pas fait sur un bout de papier. Non, en fait, on a eu tout un système d'animation en fait, qui a duré presque 6 mois pour pondre vraiment en fait, quelles sont les valeurs en fait, qu'on veut promouvoir au sein de l'entreprise. Et ce qui est bien, c'est que c'est ça en fait, qui nous a permis en fait, de traduire ces valeurs au quotidien dans les processus. On a 6 valeurs. Si je prends par exemple l'intelligence collective, c'est que toutes les décisions doivent se faire dans des comités, dans des groupes.
Et ce qui était en fait, enfin, au sein de Maghreb Steel, c'était une révolution parce qu'en fait, on était dans un système, rappelez-vous, où il y avait un soleil fait, qui décidait de tout. Mais finalement, en fait, l'idée, fait, c'est de dire, ben, moi, j'ai pas plus de légitimité fait, à décider fait, que quelqu'un d'autre. Donc, quand on a un problème fait, qui nous dépasse, ben, on se met ensemble et on discute. Et donc, on a instauré tous les comités fait, dans ce sens. Il y a eu toute la stratification, le maillage pour la transformation, le groupe des G12, les G30, le G100, la charte managériale, les ateliers inspirationnels. Ça, c'était vraiment très important. Et c'était un élément en fait, sur lequel fait, François nous avait beaucoup aidé. On était sur une mission en fait, qui dépassait de loin le cadre, la simple PME ou grosse PME que représentait Maghreb Steel. C'était un emblème fait pour le Maroc, parce qu'aujourd'hui, le Maroc a une vocation industrielle. En fait, on parle de Renault, on parle de l'aéronautique, on parle de pas mal de secteurs fait, qui sont en train de se développer. Et la démonstration en fait, que le Maroc est capable d'être compétitif dans des secteurs ultra compétitifs n'a pas été faite par le passé. Et là, le fait de redresser en fait, une boîte qui était en train de mourir et d'en faire un élément compétitif, c'est vraiment en fait, quelque chose qui est emblématique. Donc du coup, en plus, rajouter à ça en fait, toute la médiatisation, rajouter à ça en fait, le caractère critique. Et en plus, c'est une industrie faite qui est ce qu'on appelle l'industrie industrialisante. C'est-à-dire qu'on est à la base de l'industrie. Beaucoup de nos sous-traitants en fait, tournent avec de l'acier. En fait, que beaucoup de nos clients en fait, tournent avec de l'acier en fait, qui rentre dans la construction, dans les portes, dans les projets en fait, de l'éolien, dans les projets en fait, solaires et ainsi de suite. Tout ça faisait que c'était quelque chose en fait, qui de facto en fait, nous transcendait et qui mettait beaucoup de pression en fait, sur nos épaules parce qu'on n'avait pas le droit on était condamné à réussir et on n'avait pas le droit d'échouer. Et donc ce qu'on appelait en fait, les ateliers inspirationnels, c'était vraiment en fait comment se transcender à travers une mission en fait, qui nous dépassait tous et pour donner encore le maximum de soi. On avait aussi un truc qui était intéressant, en fait, ce qu'on appelait l'approche réflexive. 6 mois après notre démarrage de la transformation, on a fait appel à quelqu'un en fait, qui est là pour écrire ce qu'on est en train de faire. Et donc, qui est une espèce de miroir, on faisait un point en fait, tous les 15 jours ou toutes les semaines. Et l'idée, en fait, c'est de dire, et qu'il assistait à toutes les réunions, en fait, il était là, c'était une fly on the wall, et qui nous reflétait en fait, ce qu'on faisait, en fait, la dynamique, il ne comprenait rien à ce qu'on faisait. Mais par contre, en fait, il voyait un peu la dynamique d'équipe, il voyait un peu il nous donnait en fait, le miroir de ce qu'on faisait. On était vraiment dans une situation sociale en fait, qui était explosive. Comme j'ai expliqué, en fait, on avait un management familial très subjectif, un recrutement hasardeux en fait, qui s'est fait au départ. Alors, on avait peut-être 50% en fait, de la population en fait, qui était recrutée pour construire les usines et qui, après la construction de l'usine, ont été intégrés dans les équipes. Alors, on avait des maçons qui étaient maintenanciers ou qui étaient dans la qualité ou... Bon, bref, c'était compliqué. Une crise fait, qui dure, donc, comme j'ai expliqué, plusieurs années. En fait, on avait un management absent, ou démissionnaire fait, qui, du coup, en fait, n'avait aucune maîtrise de ses équipes. On avait des gens, en fait, on avait beaucoup de gens en fait, qui avaient deux métiers, en fait, qui faisaient les postes, qui travaillaient la nuit à l'usine et qui, pendant la journée, faisaient des petites bricoles, ainsi de suite. Donc, du coup, en fait, ils avaient... et ils s'arrangeaient, en fait, quand ils avaient une petite bricole, ils changeaient de poste et ainsi de suite. Ce qui fait, en fait, que bon, les gens en fait, sont là pour l'alimentaire et ne sont pas vraiment impliqués en fait, dans l'usine. Des expériences en fait, inspirantes chez les confrères. En fait, on avait un confrère en fait, qui était aussi dans l'acier. Il a eu la constitution en fait, d'un bureau syndical. Un mois après, en fait, ils ont fait grève et ils ont obtenu 30% d'augmentation de salaire, tout de suite. Donc du coup, ça a inspiré beaucoup de gens chez nous qui ont voulu faire la même chose. Et ça s'est produit en fait, donc en 2015, c'était une année électorale, l'élection des représentants du personnel, où on a eu, il n'y avait pas de syndicat au sein de Maghreb Steel, mais on a eu un taux de syndicalisation en fait, qui est passé de 0 à 90%. La campagne a été faite sur un élément en fait, qui était simple, c'est vous me donnez 100 dirhams, c'était équivalent de 10 € fait, de cotisation pour obtenir la carte d'adhésion, et on vous obtient les 30% d'augmentation. Enfin, ce que je disais à mes collègues, en fait, même s'ils m'avaient fait cette proposition, j'aurais accepté, moi. Donc, bref, on a eu une année 2015 très chargée en, fait, en perturbation sociale. Donc, en avril, il y a eu la constitution du bureau syndical.
D'avril à juin, il y a eu beaucoup de manifestations qu'on avait essayé de calmer avec quelques petits gestes, mais qui n'ont pas résolu le problème. En juillet, on a eu un cahier revendicatif et premier signe ostentatoire ou de port du brassard. Et en août, on a eu une grève de 24 jours, donc arrêt total des 2 usines et fermeture de l'usine avec occupation des sites. Fin août, on a repris l'activité suite à une négociation avec la centrale syndicale. Alors la reprise, en fait, on était dans une situation en fait, qui était assez folklorique. Généralement, en fait, quand il y a une grève, le patron, en fait, il cherche à tout faire en fait, pour reprendre le travail. Et les syndicats jouent un peu des muscles en fait, pour demander des choses en contrepartie. En fait, vu la situation de Maghreb Steel, en fait, et là où on était, en fait, on n'avait rien à donner. Donc, du coup, en fait, on est venu en disant on n'a rien à donner. Donc, si vous voulez reprendre le travail, on va y réfléchir. Et donc, du coup, en fait, on était dans une situation en fait, qui était complètement décalée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont repris le travail. On a négocié avec c'est le plus gros syndicat au Maroc. Hein. Ils ont repris le travail avec 0 et avec un engagement en fait, d'une paix sociale pendant les 5 prochaines années. Bon. Manifestement, ça n'a pas tenu. Donc, de septembre à décembre, on a eu une grève perlée. Pas mal de sabotage, réduction de cadence. Et on est dans des installations qui sont complexes. Il suffit qu'ils tirent sur un fil fait d'automate et vous passez des semaines à chercher en fait, la cause. Et le 19 décembre 2015, on a eu une grève sauvage. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés avec des barres de fer. Et ils ont chassé tous ceux qui voulaient travailler. C'était une grève illimitée, en fait, qui d'ailleurs dure à aujourd'hui. Sauf que en fait, cette grève, en fait, elle a eu 0 impact. Enfin, non, elle a eu un impact positif. Et c'est ça mon point. En réalité, ce qui s'est passé à la première grève, c'est qu'on avait un management qui était complètement inexistant. Je rencontrais en fait, mes équipes dans des cafés, ils avaient peur. Entre les 2 grèves, on a vraiment travaillé sur la remise de la responsabilité, de l'estime de soi et compagnie. Donc pendant cette période, il y a eu vraiment en fait, une reprise en main en fait, des responsables. Et il y a eu un sursaut d'honneur et de prise de responsabilité pendant cette période. Et donc, quand on a eu la deuxième grève, on a eu quand même 30% de grévistes qui sont sortis, en fait, et les unités ont été pilotées par les cadres, par les gens non grévistes. Et ça nous a permis, en fait, en réalité, d'accélérer vraiment la transformation, parce que du coup, en fait, ça a permis d'éliminer les postes qui servaient à rien, de rassembler, de créer la polyvalence, et surtout, en fait, de galvauder un peu les équipes. Et en fait, l'allègement, il y a eu allègement de la masse salariale, en fait, et l'ambiance aujourd'hui, en fait, est festive. Et je pèse mes mots. Voilà. Donc aujourd'hui, les résultats de tout ça, c'est que j'ai mis juste quelques indicateurs, en fait, qui sont assez parlants. On a eu un nombre d'accidents et d'incidents, en fait, sécurité, qui ont été divisés par 10. D'ailleurs, ce que vous voyez là, en fait, c'est un peu la courbe des accidents. Donc on était à peu près à 70 incidents ou accidents par mois. Et là, on est à moins de 5. On a eu une augmentation en fait, des volumes de vente entre 2015 et 2016 de 37%. On a eu l'amélioration des coûts de transformation jusqu'à moins 40%. Augmentation des capacités de production. Voilà, il y a des unités en fait, qui ont quasiment doublé de capacité. C'est simple, en fait, on avait des unités en fait, qui s'arrêtaient 40 fois par jour. Et là, en fait, quand elles s'arrêtent 1 fois par semaine, c'est qu'on a mal fait le travail. Et là, en fait, le dernier chiffre, c'est on est passé d'un EBITDA sur 2014 de moins 156 millions de dirhams, donc c'est à peu près moins 15 millions d'euros. Premier semestre 2015, moins 62. Deuxième semestre, plus 11. Et là, en fait, le premier semestre 2016, on est à plus 113. Donc il y a eu vraiment en fait, un changement en fait, spectaculaire. D'ailleurs, en fait, qui est repris. En fait, ça, c'est un article qui date de ce matin dans la presse. Donc, on est très suivi en fait, par les médias. Et là, en fait, c'était, si je vous montrais les articles avant, c'était Maghreb Steel, la cause perdue, le colosse au pied d'argile, too big to fail, bref, il y avait tous les noms. En fait, et là, aujourd'hui, on commence à voir vraiment une presse en fait, qui reprend un peu les éléments et qui considère vraiment en fait, que ce travail était impossible, mais qui a commencé en fait, à donner des résultats. Je vous remercie.